s'appelait David Lean. Il est né dans la banlieue de Londres, dans le Grand Londres, en 1908 et il est mort en 1991. Il est là, aujourd'hui, on peut le constater, un des plus grands metteurs en scène du monde, désormais éternel. Ils étaient trois Anglais, ou quatre plutôt. Il y avait Michael Powell, qui fut d'abord son maître, et qui eut une longue carrière qui s'arrêta d'un coup, à peu près toujours sur les mêmes thématiques. Il y avait Carol Reed, qui était son concurrent direct. Ils se parlaient à peine d'ailleurs, les deux. Quand Carol lui disait bonjour, David Lean lui répondait vous n'avez pas un bus à prendre. Et puis il y avait Hitchcock, devenu américain, mais pour moi resté anglais. Après, on passe aux générations suivantes, Kubrick y compris. Je crois que David Lean est unique par rapport aux autres parce qu'il a réussi à avoir deux carrières. Il a eu une première carrière que vous connaissez peut-être mal, fort connue des générations précédentes. C'était des films anglais intimistes, des histoires de couple, au départ avec Noël Coward, puis tout seul, jusqu'au moment où, après le succès incroyable de Brèves rencontres en Europe et même en Amérique, il part en Amérique avec une comédie qui s'appelle Summertime, et ensuite il va enchaîner Le Pont de la rivière Kwai, nous arrivons dans les années 60, il va enchaîner avec Laurence d'Arabie, et son plus gros succès commercial qui le mettra enfin à l'abri du besoin, Docteur Jivago. Ensuite, la boucle étant bouclée, il va revenir à des films plus intimes, qui peuvent d'ailleurs se comparer à ceux qu'on va voir. Ce sera La fille de Ryan, qui a quelque chose, justement, des films que nous allons voir maintenant. Et puis, ça sera La route des Indes. À nouveau, un drame intime, même s'il y a beaucoup de gens autour. Il y a un livre sur lui qui dit tout, en tout cas le titre français. C'est l'énorme pavé de Kevin Brownlow, publié par la Cinémathèque, Une vie de cinéma. Car le cinéma a été sa vie, il n'en a pas eu d'autre. Dans le livre, que je prends avec précaution, puisque c'est en partie une autobiographie, il répond à des questions, il se justifie, il explique des tas de choses, si bien qu'on ne sait plus la vérité du mensonge. On constate que Kevin Brownlow ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure pourquoi ? Parce que depuis le début, David Lean est un homme perdu qui va essayer de sortir de sa condition, qui va réussir, mais qui ne sera jamais satisfait. Un thème qu'on va retrouver dans la plupart de ses personnages. Alors ses débuts, ils sont très tardifs. Un oncle, heureusement, lui offre une caméra quand il a 9-10 ans. Et il fait des petits films pour lui, mais il n'en parle pas à sa famille. Sa famille, c'est les Quakers, une religion extrêmement stricte qui refuse la modernité, le monde extérieur, la médecine, la radio, puis la télé. Bref, il commencera à aller au cinéma à l'âge de 16 ans. Pour lui, c'est un péché. Et il va quitter sa famille, sachant que son père, lui, est parti, comme lui quittera ses femmes à son tour plus tard, et que sa mère lui semblera toujours extrêmement rigide. C'est donc quelqu'un qui a décidé de sortir de sa condition, de devenir quelqu'un d'autre, et qui va raconter, en général, l'histoire de gens qui n'acceptent pas leurs conditions et qui décident soit de partir, soit de devenir autre, soit qui au dernier moment refusent. Alors on va dire tout simplement que sa première période, c'est Noël Coward, donc auteur assez bavard, qui fait des pièces chorales avec beaucoup de personnages. Il le suivra là-dessus. Ça commence avec Ceux qui servent en mer, où Noël Coward est en plus l'acteur principal, et à son nom en haut du générique. Très vite, David Lean, qui n'est pas un enfant de cœur et qui n'aime pas que Noël Coward attire les honneurs plus que lui, car il a co-réalisé, est-il dit au générique, Ceux qui servent en mer, va prendre son indépendance en fondant avec deux autres amis Cineguide, qui sera associé à Noël Coward, puis qui deviendra une compagnie indépendante et qui durera pas mal de temps, jusqu'en gros à ce qu'il parte en Amérique. Alors David Lean, c'est quoi ? C'est quelqu'un d'odieux dans la vie. D'odieux dans la vie parce qu'il n'est pas heureux, il ne peut pas être heureux. Ces comédiens, il les traite mal, il faut être clair, souvent il est horrible avec eux, il les fait pleurer. Son équipe technique, elle dit qu'il était sec, qu'il demandait plus
qu'il était possible de faire, qu'il ne complimentait jamais. Et ces femmes, ces 6 femmes, elles disent toutes qu'elles ont vécu un cauchemar. Pour vous donner une anecdote sur David Lean, qui éclaire bien le personnage, qui est comme Icare, il a voulu voler si haut, il n'était pas question pour lui de céder à ce qu'on pourrait appeler la morale commune. Pendant le tournage de Dr Zhivago, donc nous sommes beaucoup plus tard, un jour, on tourne une scène de train où une vieille dame va passer sous le train, doit passer sous le train. Et il y a un terrible accident. Il y a une vieille dame qui joue le rôle et elle passe sous le train. Et elle meurt. Alors, 2 jours de deuil, et puis on tourne la scène avec des doubles, et on refait la scène. Et puis, un peu plus tard, David Lean va voir le montage. Il monte ses films lui-même, mais il a quelqu'un qui l'aide. Et il regarde la scène, il dit « Ressortez-moi la scène où la vieille est vraiment morte. Ça fait plus vrai. » C'était ça aussi David Lean. Mais tout ce que j'ai dit peut paraître négatif, ça ne l'est pas. David Lean, c'était quelqu'un qui voulait un cinéma totalement parfait, où tout, le son, la musique, les décors, le point de vue subjectif souvent, ou le point de vue objectif, qui était le contrepoint dans son cas. On comprend très bien les scènes qui sont vues par un personnage et celles qui sont vécues par l'ensemble, et où le personnage attire l'attention dans un détail, mais n'est pas le centre. Il est un tyran, mais parce qu'il pense que chaque scène en elle-même est un film qui s'ajoute à d'autres films. Son passé de monteur, je vais y venir tout de suite, il va très très vite, à la fin des années 30, trouver des petits bouts dans le cinéma et dans les années 40, devenir un monteur très réputé. Il montra d'ailleurs, par exemple, 49e parallèle de Michael Powell. Et ensuite, grâce à Noël Coward, grâce à Ceux qui servent en mer, où il va faire toutes les scènes, disons, qui ne sont pas de parlotte, il va devenir metteur en scène. Il va donc faire 4 films en tout, on y revient tout de suite, avec Noël Coward, puis 3 ou 4 autres qui ont en commun les premiers, la patte de Noël Coward, des scènes parfois bavardes, où il n'hésite pas à s'évader du champ, à sortir dehors, sinon ça ressemblerait à du théâtre, puis des films plus libres, et il va obtenir sa première épiphanie avec donc Brève rencontre, ce film qui fut très très discuté à l'époque. Brève rencontre, c'est quoi? C'est un couple qui se forme et ils décident que ce n'est pas la peine, ils abandonnent. Et à l'époque, les surréalistes ont réagi avec une violence rare en disant il y a quelque chose qui s'appelle l'amour fou. L'amour fou n'obéit pas aux contingences. Dans David Lean, c'est triste, on accepte de ne pas se donner de bonheur au nom des conventions. Avec mes excuses à Odo Kiru, dirais-je, ce n'est pas vrai. Simplement, il constate que ces personnages n'ont pas le courage d'aller plus loin. Mais quand il va les faire aller plus loin, souvent, ils vont échouer et revenir à la maison. Et dans quelques cas seulement, ils vont s'évader pour de bon un temps avant que le monde réel les rattrape. C'est ça le cinéma de David Lean, un cinéma où on refuse la mort, un cinéma où on refuse la déchéance, un cinéma où on veut être roi et où on l'est un temps. On peut comprendre la fascination qu'on a toujours pour David Lean, car les moments de triomphe, et je prendrai un exemple plus tardif, celui que tout le monde va prendre, Laurence d'Arabie. Quand Laurence au début triomphe, chaque scène nous exalte. Quand il perd ensuite, quand il commence à perdre la boule, et même au début, quand on comprend que ça va mal tourner, c'est une autre scène, mais ne vient pas inféoder la précédente. C'est pour ça que les films épiques et les films intimes de David Lean, leurs moments de joie, nous émeuvent toujours, car ces moments de joie demeurent, et les moments de tristesse s'ajoutent. Mais l'un ne vient pas contaminer l'autre. En fait, c'est la vie de David Lean qui, en pleine gloire, va perdre avec sa 3e femme tout ce qu'il a et mettre son fume-cigarette au mont-de-piété pour continuer à manger alors qu'il a gagné des fortunes. Quelqu'un qui avait décidé qu'il ne pouvait être heureux que sur un plateau et dans un film, une vie de cinéma donc où il a sacrifié la sienne, il a sacrifié celle de ses proches, mais pour faire le plus beau cinéma du monde. La générosité va quelque part. Pour lui, elle est allée dans ses films.